Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. Feu vert de l'ONU à l'intervention militaire de la France en Centrafrique. 250 soldats sont déjà déployés à Bangui pour sécuriser un pays en proie aux violences meurtrières. 6 ans après la réforme de la carte judiciaire mise en place par Rachida Dati, où en est-on de la répartition des tribunaux en France? Peut-on toujours parler de justice de proximité? Élément de réponse dans cette édition. Le rôle des banques dans l'évasion fiscale en question au Sénat. Les conclusions de la commission d'enquête sénatoriale étaient discutées ce matin en séance publique. Débat à suivre dans ce journal. L'opération Sangaris de sécurisation de la Centrafrique va pouvoir débuter. La France a obtenu le feu vert de l'ONU pour intervenir dans cette ancienne colonie au bord du chaos. 100 morts sont à déplorer ce soir. Louis Sibyl. Un conseil restreint de défense est réuni en ce moment autour de François Hollande. Il fait suite à la décision du Conseil de sécurité de l'ONU à intervenir en Centrafrique. Un mandat qui autorise les soldats français à prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir la MISCA, la mission internationale de soutien en Centrafrique. En tout, ce seraient 1200 soldats déployés. Il y a 2500 Africains déjà qui doivent monter à 3600 et les Français aujourd'hui étaient 400, ils sont 200 de plus et on devra aller autour de 1200. Il y a urgence. La Centrafrique est plongée dans le chaos et les violences communautaires entre chrétiens et musulmans depuis le renversement en mars du président Bozier par une coalition musulmane, la Seleka. La tension est montée d'un cran aujourd'hui. Des violences meurtrières ont éclaté ce matin à Bangui, la capitale. Un premier décompte fait état de 80 morts et plusieurs centaines de blessés. Il est urgent que la MISCA, appuyée par les forces françaises, puisse intervenir sans délai. Sans délai, ça veut dire immédiatement après l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité. 250 soldats français sont déjà déployés dans toute la capitale. Ils ont pour mission de sécuriser les points sensibles. Un couvre-feu est imposé à partir de 18 h. Et notre invitée ce soir, Yamina Benguigui, bonsoir. Vous êtes ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères en charge de la francophonie. Alors la France va intervenir en Centrafrique. L'ONU a donné son feu vert. La France se devait-elle d'intervenir pour sécuriser ce pays en proie aux violences meurtrières ? Oui, parce qu'aujourd'hui, la RCA, la situation de la RCA, c'est le délitement d'un État et de la puissance publique, c'est la perte du contrôle du territoire, c'est aussi une situation tragique, humanitaire. J'ai été interpellée dès le mois de juin. 3 groupes de femmes sont venus me voir à Paris pour me dire l'horreur de Bangui, ce qu'elles appellent l'horreur de Bangui, les viols massifs aussi, comme en RDC, et les nourrissons, les exactions, et puis des conséquences tragiques aujourd'hui sur la région. La RCA a de nombreuses frontières. Il y a déjà 47 000 réfugiés en RDC. Il y a 17 000 personnes au Sud-Soudan. En arrivant ici, je viens de quitter le ministre des Affaires étrangères du Sud-Soudan et qui me disait à quel point il était heureux que son pays avait fêté ce vote et que la présence de la France aux côtés du peuple centrafricain était importante, mais aussi pour toute la région, le Cameroun, le Burundi. Donc c'est très de la important France de jouer ce rôle de gendarme. La France intervient au Mali, en Centrafrique. Dans ce cas de figure, il se trouve que dans un calendrier sur 1 an et demi, un pays allié, les États africains sont des pays alliés de la France. On a demandé à la France d'intervenir militairement dans une guerre et on demande à la France, la Centrafrique demande à la France de venir sur une situation humanitaire où des bandes, la Seleka, qui est devenue, c'est de nombreuses bandes qui tuent, qui pillent. Aujourd'hui, cette situation prend des allures aussi confessionnelles, puisque cette nuit, on a tué 54 personnes dans une salle de prière. On a égorgé 54 personnes dans une mosquée. On a trouvé 25 personnes égorgées dans la rue.
les cadavres comme ça. Donc, c'est deux volets différents. Ce n'est pas le gendarme. Je pense que c'est une nouvelle lecture des relations aussi amicales qu'a la France avec les États africains. Et c'est toujours à la demande des États. Mais la France n'est pas seule. Elle est là aussi pour, à la demande de l'Union africaine. Il y a une aide aussi panafricaine, la MISCA. Et ces hommes, il y a des Burundais, des Congolais, des Tchadiens, ils s'organisent. Donc la France n'est pas seule. Elle prend une grande dimension aujourd'hui, mais c'est bien à la demande de la France que les Nations Unies ont voté à l'unanimité. Alors vous avez parlé des violences sexuelles faites aux femmes dans ces pays d'Afrique. Vous étiez auditionné au Sénat ce matin sur ce sujet, alors que va s'ouvrir demain le sommet de l'Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique. Est-ce que vous allez aborder ce thème des violences sexuelles faites aux femmes avec les chefs d'État présents ? Oui, vous savez, je les ai déjà rencontrés pour la plupart. Et effectivement, je vois d'ailleurs tout à l'heure le président Macky Sall, le président Kabila, aussi pour continuer cette mission. Je me suis rendue en 2012, en juillet 2012, à Kinshasa pour préparer le sommet des chefs d'État francophones. Et une délégation de femmes m'ont interpellée sur les viols massifs qui se passaient à l'est du Congo. Depuis, j'ai décidé de mettre le droit des femmes francophones dans ma mission de ministre de la francophonie. Le 20 mars, j'ai mis en place le premier forum mondial des femmes et plus de 800 femmes ont libéré une parole ce jour-là pour repenser les statuts des droits des femmes dans l'espace francophone. En 2050, nous serons 800 millions de locuteurs, dont 80% en Afrique. Les conflits seront aussi dans l'espace francophone pour beaucoup. Vous avez l'Égypte, vous avez la Tunisie, vous avez le Mali. Et les viols, le viol massif est une arme de guerre, est une tactique de guerre. On détruit et on laisse vivant, on laisse ces personnes pour aller porter. Donc, pour aller porter le message de terreur. Vous l'avez dit, vous étiez donc avec la première dame Valérie Trierweiler en République démocratique du Congo cet été. Vous avez rencontré le docteur Denis Mukwege qui a eu le prix de la Fondation Chirac. C'est un gynécologue obstétricien qui se bat justement aux côtés de ces femmes violées. Et vous aviez insisté sur l'engagement de la France à traduire en justice les coupables. Où en est-on de cet engagement et que peut faire la France pour lutter contre le viol arme de guerre ? En tout cas, la France est engagée, comme je vous le disais tout à l'heure, la parole de la France a été portée au Conseil de l'ONU en juillet et août 2012 sur la question des violences faites aux femmes, des viols massifs faits par des rebelles, dont le M23 qui a été arrêté récemment d'ailleurs. Et la première dame de France a pris ce combat des femmes. Effectivement, nous sommes retournés, je suis retournée à Goma. Nous demandons, je pense que la voix de la France est importante nous luttons contre l'impunité. Ce sont les valeurs de la France, les valeurs de la francophonie. Ce sont des valeurs des 77 nations. La francophonie est un espace important. Et je crois que, au nom de la France, porter cette question par la francophonie, c'est de ne pas arriver frontalement sur des pays directement. Nous avons des valeurs. Le président Diouf, qui est le secrétaire général de l'OIF, porte ces valeurs. C'est pourquoi j'avais vu le président Macky Sall au mois d'avril pour lui dire comment il était important de porter cette question, cette thématique au prochain sommet de la francophonie en novembre 2014. C'est fait. Il a annoncé que ce serait la thématique femmes et jeunesse. C'est la première fois. Donc aujourd'hui, depuis 1 an et demi,
En tout cas, j'ai mis à cœur de porter cette question des femmes parce qu'il ne peut pas y avoir de paix et de sécurité sans la protection des femmes. Il ne peut pas y avoir de développement dans tout cet espace francophone, et je parle de la RCA, je parle de la RDC, je parle du Mali, sans une politique des femmes de la région. Yamina Benguigui, on sait votre engagement en tant que réalisatrice, mais aussi en tant que ministre contre le racisme. On a eu l'impression en France, avec les attaques contre la garde des Sceaux, Christiane Taubira, dernièrement, que la parole raciste s'était libérée en France. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que vous l'avez vous-même ressenti? Oui, ce qui s'est passé à l'encontre de Christiane Taubira, je le répète, ministre de la Justice, est juste... enfin... Vous parliez de mes combats, je n'ai pas imaginé un instant après tant d'années, puisque moi j'ai fait de nombreux films et de documentaires pour ouvrir une parole sur un racisme larvé, invisible, insidieux et qui gangrène la société. Je n'avais pas imaginé que ce racisme pouvait devenir frontal, que ce racisme pouvait sortir de la bouche des enfants. Et en 2008, j'ai créé à Paris, à la demande de Bertrand Delanoë, donc la première politique de lutte contre les discriminations et des droits de l'homme. Et nous avons fait toute une politique de lutte contre ces préjugés. Aujourd'hui, ce qui m'a mais vraiment tétanisé, c'est que ça sorte de la bouche d'un enfant. Alors, nous devons avoir une action politique, une action nationale et une action municipale. Le racisme doit se travailler. Il se travaille dans les autres pays européens, que ce soit, je sais, en Grande-Bretagne, que ce soit en Allemagne. Il y a des politiques annoncées de lutte contre le racisme. Ça ne doit pas être juste l'affaire des associations. La route, malheureusement, est encore longue. Merci beaucoup. Non, mais c'est important que ce soit aussi l'affaire d'avoir été notre invité. Merci. Merci. Voilà pour cet entretien enregistré il y a environ 30 minutes. Et on va voir ensemble maintenant le reste de l'actualité en France avec la fronde contre les rythmes scolaires qui continue. Enseignants, agents municipaux et parents se sont mobilisés aujourd'hui. Moins de 2 instituteurs sur 10 selon le ministère de l'Éducation nationale. Plus de 4 sur 10 selon les syndicats étaient en grève. André Valigny, sénateur socialiste de l'Isère, demande des états généraux sur cette réforme. Peut-on encore parler de justice de proximité après la suppression de nombreux tribunaux? Le Sénat a consacré sa séance de questions cribles thématiques au maillage de la carte judiciaire. Jérôme Rabier. François Hollande l'a promis, il veut rétablir la justice de proximité, mise à mal selon lui par la réforme de la carte judiciaire de Rachida Dati. 22 tribunaux de grande instance avaient été, entre 2008 et 2011, fermés dans le pays. Une fois au pouvoir, les socialistes en ont fait rouvrir 3 et Christiane Taubira s'engage à plus d'accessibilité pour les usagers. Faire en sorte que le justiciable ait le plus près de lui un site judiciaire. Pour ces raisons, je peux vous assurer aussi qu'il n'est pas prévu de fermer le moindre site judiciaire. Du côté de l'opposition, on défend la réforme de la carte judiciaire qui n'était qu'une simple rationalisation des moyens de la justice selon l'UMP. Il y avait des tribunaux sans juge, il n'y avait plus qu'un huissier ou qu'un greffier. Est-ce que très sincèrement les Français attendent qu'il y ait le bâtiment et qu'il n'y ait personne dedans? La réforme a tout de même créé des situations de désert judiciaire. Dans le département de l'Aveyron, par exemple, avec la fermeture du tribunal de Millau, les justiciables doivent désormais se rendre à Rodez ou à Montpellier, situés à 1h30 de route. Les élus locaux proposent des solutions à défaut de réouverture. C'est peut-être pas effectivement le bon exemple pour la réouverture d'un tribunal. Mais par contre, une chambre détachée où serait donc examiné par un magistrat sur place tout le contentieux dit de proximité du quotidien, je pense que ça, effectivement, ça a aujourd'hui du sens. Un rapport sénatorial préconise la création d'un guichet unique de greffe. Objectif, un lieu unique pour toutes les procédures. S'adresser au tribunal le plus proche de son domicile et de pouvoir se renseigner, introduire son affaire, suivre son évolution, etc. Il n'aurait éventuellement à aller à un des tribunaux du département qui ne serait pas forcément le plus proche de son domicile que le jour du jugement. Des pistes dont Christiane Taubira promet de s'inspirer. La réforme pour une justice du XXIe siècle qu'elle appelle de ses vœux devrait être débattue dès l'année prochaine.
Améliorer la qualité de la loi, c'était un des objectifs d'un colloque organisé ce matin au Sénat. Il faut dire que l'inflation législative reste un mal français. Paul Bouffard. C'est un fait politique. Trop de lois tueraient la loi. À chaque gouvernement, son calendrier législatif. Et aujourd'hui, beaucoup parlent d'un millefeuille législatif. Il y a des domaines dans lesquels, heureusement, on fait des lois parce que c'est au Parlement et à personne d'autre de choisir les options. Mais ce qui est problématique, c'est les domaines où les lois se répètent tous les ans, l'une corrigeant l'autre dans une certaine confusion. Loi Duflot, taxe à 75% ou encore bonus-malus énergétique. Depuis l'élection de François Hollande, 28 lois ont été débattues, votées et soumises au Conseil constitutionnel. 15 ont déjà été retoquées. La rapidité avec laquelle la loi est rédigée, la discussion politique et les compromis politiques conduisent souvent à des lois qui sont insuffisamment bien rédigées et le Conseil constitutionnel le sanctionne, ou bien les lois sont à l'origine de contentieux. Sous les gouvernements Sarkozy, un fait divers provoquait une loi. Au Conseil constitutionnel, aujourd'hui, on parle de loi bavarde, des textes remèdes, éléments de communication politique. Mais les parlementaires sont aussi responsables de cette surcharge législative. Le Parlement veut apporter sa pierre. Puisqu'il est rarement à l'initiative, il compense en voulant apporter sa pierre. Il ajoute des pages et des pages, et des articles et des articles, et cette qualité peut se perdre dans cette prolifération. En France, la longueur moyenne du journal officiel est aujourd'hui de 23 000 pages, contre 15 000 dans les années 80. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Fin octobre, la commission d'enquête sénatoriale publiait son rapport sur le rôle des banques dans l'évasion fiscale. Ses conclusions étaient débattues ce matin en séance publique. Julie Hulin. À l'heure où se pose la question d'un Sénat affaibli par sa majorité instable, certains sujets rassemblent. En atteste l'adoption à l'unanimité du rapport de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale. Au cours des débats ce matin, les sénateurs se sont félicités de ce consensus obtenu. Notre unanimité me semble aussi traduire une sensibilité partagée qui voit comme première condition de la justice fiscale que les lois s'appliquent et qu'elles s'appliquent à tous. Premier constat, si la finance est toujours en avance sur la législation, celle-ci avance. Plusieurs des recommandations de la commission d'enquête ont trouvé écho dans différents projets de loi. Loi sur la transparence, loi bancaire, loi sur la fraude fiscale. Un consensus national semble émerger, mais le combat contre la fraude est loin, très loin d'être gagné. Preuve en est pour certains, l'invalidation hier par le Conseil constitutionnel de certains éléments de la loi antifraude fiscale. Chaque année, la fraude et l'évasion fiscale coûtent entre 60 et 80 milliards d'euros à la France et 2 000 euros par an et par habitant dans l'espace européen. L'Europe pointée du doigt par la commission d'enquête, une Europe qui doit assumer ses responsabilités en mettant en place un échange automatique d'informations sur le modèle du FATCA américain et ainsi mettre fin au secret bancaire. L'OCDE travaille sur les modalités d'introduction de l'échange automatique d'informations en Europe, un système que l'organisation compte faire adopter par les ministres des Finances du G20 en septembre 2014. Et pour prolonger le débat sur cette question ce soir, nos invités, Jean-Yves Lecomte, bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste représentant les Français établis hors de France. Avec nous également sur ce plateau, Xavier Harel, journaliste spécialiste de l'évasion fiscale. Vous êtes auteur du livre La Grande Évasion, le vrai scandale des paradis fiscaux. Jean-Yves Lecomte, donc vous avez bien fait partie de cette commission d'enquête sur le rôle des banques dans l'évasion fiscale. Parmi les pistes préconisées, eh bien, c'est l'information. Il faut notamment assurer une protection adaptée des lanceurs d'alerte. Que vous a répondu le ministre ce matin sur cette question? Le ministre nous a dit qu'il était tout à fait favorable à cette proposition. Proposition en réalité qui n'est qu'un renforcement de ce qui a déjà été adopté dans la loi qui a été très partiellement censurée par le Conseil constitutionnel hier, mais où il y avait déjà beaucoup de choses sur la protection des lanceurs d'alerte. Une proposition auquel je tiens et que j'ai signalé aussi dans mon intervention ce matin, c'est le rôle des institutions représentatives du personnel des institutions financières, justement pour, au-delà des lanceurs d'alerte personnels, que le fonctionnement des institutions représentatives du personnel puisse effectivement signaler et jouer un rôle si une institution financière traverse une ligne
une ligne rouge. Xavier Harel, vous avez pris connaissance peut-être du rapport sénatorial sur cette question. Est-ce que les banques sont les seuls responsables de l'évasion fiscale ? Écoutez, en tout cas, elles y jouent un rôle important. C'est ce qu'a montré ce rapport et cette commission d'enquête, cette mission d'information. C'est l'intermédiaire, l'interface qui permet à des contribuables français écoutez, de dissimuler une partie de leur fortune dans les paradis fiscaux. De mon point de vue, les propositions de cette mission d'enquête ne vont pas suffisamment loin. Je pense que notamment les banques devraient avoir de nouvelles obligations, notamment pour lutter contre l'évasion fiscale. Il y a une vingtaine d'années, on a demandé aux banques un certain nombre de choses pour qu'elles luttent contre le blanchiment, contre l'argent de la corruption. Et à l'époque, elles avaient crié en disant « mais écoutez, on ne va pas devenir des auxiliaires de la justice, ce n'est pas notre travail de lutter contre le blanchiment ou la corruption ». Des lois ont été adoptées, les banques s'y sont pliées, et aujourd'hui, elles participent activement à la lutte contre le blanchiment. Elles pourraient faire exactement la même chose en matière de lutte contre l'évasion fiscale. Peut-être Jean-Yves Lecomte, Xavier Harel dit qu'on reste un peu sur sa faim dans les conclusions de la commission d'enquête sénatoriale. Elles ont été adoptées à l'unanimité, quelles que soient les positions qu'on pouvait avoir au début sur justement les a priori sur le rôle des banques. C'est vrai qu'on a entendu un certain nombre de témoignages relativement inquiétants. Alors pas simplement les banques françaises, Monsieur Condamin-Gerbier sur des banques suisses. Nous avons beaucoup évoqué ces situations du Luxembourg, des situations de banques étrangères d'ailleurs, parce qu'il y a les banques françaises mais les banques étrangères. La difficulté, c'est peut-être aussi de savoir à quel moment on passe de l'optimisation fiscale, ce qui est légal, à l'évasion fiscale. À quel moment on bascule ? On bascule quand on franchit la ligne rouge. Mais alors après, c'est ce que, quand on commençait le débat tout à l'heure, il faut aussi faire en sorte que lutter contre l'évasion fiscale, c'est aussi avoir une législation fiscale qui soit effectivement opérationnel, clair, lisible, où il n'y a pas de 25 possibilités par des conseils que seuls les plus riches peuvent se payer, d'optimiser un peu au-delà de la ligne rouge, parce que c'est justement tout le problème est là. La combinaison de toutes les possibilités qui sont données dans l'Union européenne, avec des législations qui ne sont pas cohérentes entre elles, il faut absolument essayer. On peut durcir l'arsenal répressif. Mais la vraie question, c'est l'harmonisation. Tant qu'on durcira les dispositions de répression, de surveillance, il faut le faire. Mais on n'arrivera pas au bout des choses tant qu'on n'aura pas une harmonisation qui justement permettra d'éviter des optimisations qui ne devraient pas avoir lieu au minimum dans l'Union européenne, dans un système qui a vocation à être harmonisé. On a eu des politiques budgétaires de plus en plus convergentes. Il serait logique qu'au niveau fiscal, ce soit la même chose. Xavier Harel, sur cette question de l'harmonisation. Alors, il y a la question de l'harmonisation des grandes entreprises, mais il y a la question, évidemment, de l'évasion fiscale des particuliers dans les paradis fiscaux. Il y a une mesure simple qui nous vient de Suisse. C'est les banques suisses qui, finalement, nous donnent l'exemple. Elles sont aujourd'hui sous pression. Il y a énormément de capitaux qui reviennent en France. Eh bien, elles ont dit, écoutez, désormais, nous demanderons à nos clients français un quitus de l'administration française, attestant que l'argent qui est en Suisse a bien été déclaré à l'administration fiscale française. Alors peut-être qu'il s'agit simplement de communication, mais je pense que c'est une mesure dont on pourrait tout à fait s'inspirer et demander aux banques françaises de s'assurer, lorsqu'elles ont des comptes ouverts à l'étranger, en Suisse, au Liechtenstein ou ailleurs, avec de l'argent de contribuables français, eh bien s'assurer auprès de leurs clients que cet argent a effectivement été déclaré. C'est une mesure très simple qui a été proposée par les banques suisses. Je pense qu'on pourrait tout à fait aller dans ce sens sans être plus royaliste que leur. Jean-Yves Lecomte, sur ce quitus fiscal suisse. Ça, c'est une mesure. Si les Suisses ont pris cette décision, ça les honore, d'une certaine manière, par rapport à tout ce qu'on peut leur reprocher. Maintenant, après, ça pourrait être, ce serait utile. Nous, ce qui serait aussi, les banques françaises font déjà ce genre de choses. Quand vous avez des fonds qui arrivent de l'étranger, souvent vous êtes questionné sur l'origine, sur la provenance, de manière blanchiment, de corruption, pas pour l'évasion fiscale. Et de manière, je dirais, parce que c'est là où il faut faire attention, de manière systématique. Mais je ne suis pas sûr que la systématisation dans la quantité permet de bien cibler ce qui effectivement relève de l'évasion fiscale. Quand vous avez une agence qui doit interroger 100 clients sur des toutes petites sommes alors qu'elle ferme les yeux sur des clients plus importants parce que justement ils sont significatifs, c'est pas normal.
Il y a aussi dans le rapport la question du verrou de Bercy. Alors on peut peut-être expliquer aux téléspectateurs actuellement, il n'y a que le ministère des Finances qui peut en fait poursuivre en justice les évadés fiscaux. Il faut d'abord qu'il y ait une plainte de l'administration. Où est-ce qu'on en est sur cette question du verrou fiscal, Jean-Yves Lecomte? Pour l'instant, ce qui a été souhaité, c'est que compte tenu du fait que le principe, ceux qui sont en fait, c'est le Trésor public qui est victime, et donc d'une certaine manière l'ensemble de la communauté nationale, que d'abord il y a réparation, c'est-à-dire que le Trésor public puisse d'abord trouver les moyens de recouvrer les sommes qui lui sont dues. C'est la raison pour laquelle, plutôt que de s'engager dans des procédures judiciaires, le ministère du Budget a jusqu'à présent préféré s'engager dans des démarches et pouvoir se concentrer sur ça. Même si, dans une deuxième étape, il est effectivement possible, il y a une commission pour ça, de faire passer le fraudeur devant la justice. Mais la première chose, c'est la réparation de la victime. La victime, c'est la communauté nationale. C'est logique de commencer par là. Xavier Arel, sur cette question, est-ce qu'il faut faire sauter le verrou de Bercy pour lutter je pense qu'il devrait sauter façon plus efficace? Dans la plupart des pays, effectivement, le ministère de l'économie, le Trésor public, n'a pas la possibilité de bloquer des enquêtes. Aujourd'hui, ça pose des problèmes en termes de conflit d'intérêts. Vous êtes dans une situation où l'administration fiscale, le ministre de l'économie ou du budget a un pouvoir absolument colossal sur les contribuables, puisqu'il peut tenir des informations et tenir ces gens. C'est problématique pour le bon fonctionnement de la démocratie. Je trouve que ce verrou, pour récolter des fonds, on peut tout à fait justifier effectivement qu'il faut que Bercy est mieux équipé pour démonter des montages fiscaux assez compliqués et récupérer de l'argent. Mais d'un point de vue de bon fonctionnement de la démocratie, ce verrou de Bercy est un véritable problème. Les derniers chiffres annoncés par le ministre du Budget Bernard Cazeneuve, les services fiscaux ont reçu 8500 demandes de régularisation de détenteurs d'avoirs à l'étranger non déclarés. On a quand même le sentiment que les choses s'améliorent quand même en France. Je pense que depuis un an, on a quand même largement mis ce sujet au centre de l'actualité. Pour revenir sur le verrou de Bercy, je suis assez d'accord sur le problème démocratique que ça peut poser derrière. Si effectivement une administration fiscale dispose d'informations qui ne sont pas au pouvoir de la justice et qui lui permettent de faire pression diverses et variées, je suis d'accord avec cette remarque. Mais l'efficacité commande déjà que la procédure de recouvrement, si elle a pu être arrivée à terme, soit menée, je dirais, avec l'exclusivité du ministère du Budget. Après, je suis d'accord, ça pose un problème, mais je dirais c'est une deuxième étape. C'est plus un problème, là, pour le coup, démocratique que d'efficacité par rapport à l'évasion fiscale. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce 24h Sénat. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La Grande Évasion, le vrai scandale des paradis fiscaux. Merci. Je vous rappelle donc la principale information de ce journal, le feu vert de l'ONU à l'intervention française en Afrique. À l'issue d'un conseil de défense à l'Elysée, François Hollande vient tout juste de prendre la parole et je vous propose de l'écouter. Face à ce chaos général, le Conseil de sécurité vient d'adopter une résolution à l'unanimité donnant mandat à une force africaine pour apporter la sécurité, rétablir la stabilité en Centrafrique et protéger la population. La France soutiendra cette opération. C'est son devoir d'assistance et de solidarité à l'égard d'un petit pays, la Centrafrique, bien loin d'ici, pays ami, pays le plus pauvre du monde, pays qui nous appelle au secours. Vu l'urgence, j'ai décidé d'agir immédiatement, c'est-à-dire dès ce soir, en coordination avec les Africains et avec le soutien des partenaires européens. Déjà, 600 militaires français sont sur place. Cet effectif sera doublé d'ici quelques jours, pour ne pas dire quelques heures. La France n'a pas d'autre objectif que de sauver des vies humaines. Je veux que toutes les informations soient données. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement fournira toutes les explications au Parlement dès la semaine prochaine. Voilà, c'est la fin de cette édition à 22h, édition spéciale sur l'intervention militaire de la France en Centrafrique avec Sonia Mabrouk. Bonne soirée à tous.